Dans l'ombre d'une pièce faiblement éclairée, sur une chaise en bois usé par le temps, repose Annabelle. À la différence de l'image souvent évoquée dans les récits terrifiants, Annabelle est véritablement une poupée Raggedy Ann, avec tous les traits caractéristiques que cela implique. Son corps est fait de tissu, souple et avec des membres flasques qui pendouillent de manière désinvolte lorsque la poupée est soulevée ou déplacée. Sa surface en coton marquée par le temps témoigne d'une longue existence, reflétant une histoire plus complexe qu'on ne pourrait l'imaginer. Le visage d'Annabelle, conforme à celui d'une typique poupée Raggedy Ann, est simple mais expressif. Ses yeux faits de boutons ou peints et son sourire, une courbe cousue, évoquent une joie innocente, typique de ces jouets destinés à apporter du réconfort. Les cheveux d'Annabelle, faits de fils de laine rouge, sont simples et rappellent ceux d'une véritable poupée Raggedy Ann, ajoutant à son charme enfantin. Vêtue de manière traditionnelle comme il est coutumier pour une poupée Raggedy Ann, Annabelle porte une robe qui, malgré le passage du temps, conserve une teinte de couleur qui évoque son époque d'origine. Les ourlets de sa robe, peut-être un peu usés, parlent d'une vie remplie de jeux et d'affection, mais aussi d'un passé enveloppé de mystère. Malgré son apparence inoffensive et familière, une atmosphère étrange semble envelopper Annabelle. La pièce où elle repose pourrait sembler plus silencieuse, comme si son histoire et sa réputation imprégnaient l'air même. Les ombres, sous la faible lumière, pourraient jouer des tours à l'observateur, insinuant un mouvement là où il n'y en a pas, ajoutant à la tension entre l'innocence apparente de la poupée et les récits qui l'entourent. La poupée Annabelle commença son voyage dans la vie de Donna en tant que geste d'amour maternel, un cadeau d'anniversaire pour marquer ses 28 ans. Ce jour-là, dans l'intimité de l'appartement partagé avec son amie, Donna découvrit Annabelle, soigneusement emballée, se révélant à elle sous les plis délicats du papier cadeau. La poupée, d'une taille remarquable et habillée d'une robe faite d'un tissu qui semblait absorber la lumière ambiante, dégageait une aura de tranquillité. Les détails de la fabrication d'Annabelle étaient d'une précision artisanale. Chaque boucle de ses cheveux semblait avoir été placée avec intention, et son visage peint à la main offrait une expression douce mais énigmatique. Ses yeux en particulier captaient l'attention, brillant d'un éclat qui donnait l'illusion d'une profondeur de conscience derrière le verre. Ce cadeau, choisi par la mère de Donna, avait été trouvé dans une boutique d'antiquités. La mère avait été attirée par cette poupée, non pas pour son allure de jouet, mais pour sa beauté singulière et son air de noblesse qui la distinguait des autres poupées. Dans cet espace chargé d'histoire, Annabelle avait capturé son regard comme si elle attendait Donna. Le moment où Donna défit le ruban et le papier pour révéler Annabelle fut chargé d'une émotion palpable. Donna, touchée par la pensée et l'effort mis dans le choix de ce cadeau, ressentit un lien immédiat avec la poupée. Annabelle fut placée avec soin sur une chaise, où elle semblait observer la pièce avec une curiosité silencieuse. Son regard fixe, ajoutant à l'atmosphère un sentiment d'anticipation inexpliqué. Dans les jours qui suivirent, Annabelle devint un point focal dans l'appartement. Donna et son amie s'habituaient à sa présence, souvent intrigués par la manière dont la lumière du jour ou l'éclairage artificiel modifiait l'expression de la poupée. Sa présence, bien que silencieuse, semblait remplir l'espace, créant une atmosphère à la fois confortable et légèrement inquiétante. Donna et son amie Angie partageaient plus qu'un appartement. Toutes deux aspiraient à devenir infirmières et étudier ensemble. Leur appartement, situé dans un quartier tranquille, était pour elles un sanctuaire, un lieu de répit et de réconfort, après les longues heures passées dans l'environnement stérile et exigeant de l'hôpital où elles effectuaient leur stage. L'intérieur de leur logement reflétait la dualité de leur existence. D'un côté, des manuels d'anatomie et des notes d'études éparpillées sur la table du salon, témoignant de leur dévouement académique. De l'autre, des touches personnelles qui apportaient chaleur et vie, comme des photographies capturant des moments de joie, des plantes vertes égayant les coins, et désormais Annabelle, trônant dans un coin, ajoutant une présence silencieuse mais indéniablement forte. Donna, l'aînée des deux, était d'une nature réfléchie et mesurée. Ses cheveux, souvent tirés en arrière dans un chignon lâche, un signe de sa nature pratique. Angie, quant à elle, était plus spontanée, ses yeux pétillants de malice et de curiosité pour le monde qui l'entourait.
Ensemble, elles formaient un duo équilibré, unissant force et sensibilité, leur amitié étant un pilier sur lequel elles s'appuyaient dans les moments de doute et de fatigue. L'arrivée d'Annabelle apporta une nouvelle dimension à leur cohabitation. Initialement, la poupée était perçue comme un objet de décoration, un cadeau apprécié pour sa beauté et sa singularité. Cependant, la présence d'Annabelle commença à se faire sentir de manière plus prononcée, son image devenant une constante dans le paysage de leur quotidien. Les deux étudiantes, absorbées par leurs responsabilités académiques et professionnelles, ne notaient sa présence que périodiquement, souvent avec une pointe d'affection ou une curiosité passagère pour l'objet inhabituel qui partageait maintenant leur espace de vie. La dynamique de leur foyer, jusque-là rythmée par les cycles d'études et de repos, commença à intégrer Annabelle de manière subtile. Malgré la pression de leurs études, Donna et Angie trouvaient dans leur interaction avec Annabelle un moment d'évasion. Les premiers signes que la cohabitation avec Annabelle dépassait les limites d'une simple possession matérielle se manifestèrent de manière presque imperceptible au début. C'étaient des changements mineurs, des altérations dans la position de la poupée qui s'insinuaient dans le quotidien de Donna et Angie, avec une discrétion presque moqueuse. Annabelle, qui avait trouvé sa place sur le lit de Donna ou assise sagement sur une chaise face à la fenêtre, semblait désormais répugnée à la passivité. Un matin, Donna remarqua pour la première fois un changement. Annabelle, qu'elle avait laissée la veille assise contre les oreillers sur le lit, se trouvait maintenant à l'autre bout du lit, les jambes croisées, comme si elle avait décidé de son propre chef de changer de perspective pour observer la pièce. L'incident, bien que déroutant, fut initialement accueilli avec une curiosité teintée d'amusement. Peut-être un mouvement involontaire, un oubli de la position initiale, se disait-elle. Cependant, ces déplacements inexpliqués de la poupée commencèrent à se répéter avec une fréquence qui ne pouvait plus être attribuée à la coïncidence ou à l'oubli. Annabelle était trouvée dans des postures et des emplacements différents, parfois subtils, parfois flagrants. Un jour, elle fut retrouvée sur une chaise qui faisait face à la porte d'entrée, comme si elle avait pris la peine de se déplacer pour accueillir ou surveiller l'arrivée de quelqu'un. Une autre fois, elle fut découverte sur le sol, loin de tout meuble sur lequel elle aurait pu être posée, éveillant l'imaginaire à des scénarios où elle se déplaçait de son propre gré. Ces changements de position, progressivement, créèrent autour d'Annabelle une atmosphère de mystère et d'incertitude. Les discussions entre Donna et Angie, initialement teintées de scepticisme et d'explications rationnelles, commencèrent à s'imbiber d'une inquiétude croissante. L'étrangeté de la situation avec Annabelle prit une tournure encore plus inquiétante lorsque Donna et Angie découvrirent les premiers messages. Ces petits bouts de papier qui semblaient surgir de nulle part devinrent un nouveau vecteur d'incertitude et de malaise dans leur vie quotidienne. Les messages étaient écrits à la main, d'une écriture enfantine, presque maladroite, comme si les mots avaient été tracés avec hésitation. « Aidez-nous » pouvait-on lire sur ces morceaux de papier parcheminé, qui n'appartenaient à aucun cahier ou bloc-notes de l'appartement. La première fois qu'un tel message fut découvert, c'était quand Donna, préparant son café, trouva un bout de papier posé sur le comptoir de la cuisine, un endroit où elle en était certaine, il n'y avait rien la veille. La surprise initiale laissa rapidement place à une confusion profonde. Comment ce message avait-il atterri là? Et surtout, qui pouvait bien avoir besoin d'aide? Les messages continuaient d'apparaître, parfois en plein jour, parfois dissimulés dans des recoins de l'appartement où ils étaient sûrs de ne pas avoir été placés auparavant. Chaque découverte était accompagnée d'un frisson, une remise en question de leur sécurité et de leur compréhension de la réalité. Ces appels à l'aide anonymes, liés de manière inexpliquée à la présence de la poupée, semaient le doute et la suspicion. L'appartement devenait le théâtre d'événements qui défiaient toute explication logique. Donna et Angie examinaient chaque message avec une attention croissante, cherchant des indices, une origine, un sens caché derrière ces mots simples mais troublants. L'écriture, les bouts de papier eux-mêmes, rien ne correspondait à ce qu'elle possédait ou utilisait. C'était comme si ces messages émanaient de l'intérieur même des murs, au pire, de l'imagination de quelqu'un ou de quelque chose d'autre partageant l'espace avec elle. Les discussions entre les deux étudiantes se teintaient désormais d'une gravité nouvelle. Elles parlaient en chuchotant,
comme si le fait de reconnaître à voix haute l'existence de ces messages pouvait en quelque sorte aggraver la situation. Le sentiment d'être observé, peut-être même manipulé, s'intensifiait. La poupée Annabelle, avec son sourire figé et ses yeux vides, semblait être au centre de cet enchevêtrement de mystères, une gardienne silencieuse, aux motivations insaisissables. L'escalade des événements autour d'Annabelle ne se limitait pas aux déplacements inexpliqués ou aux messages mystérieux. Il y avait une dimension plus profonde, plus perturbante, qui suggérait une volonté propre à la poupée, une autonomie qui dépassait l'entendement de Donna et Angie. Les lumières semblaient parfois vaciller en sa présence, et des courants d'air froid traversaient les pièces, sans source apparente, même en l'absence de fenêtres ouvertes. Le sentiment que la poupée observait et, dans une certaine mesure, interagissait avec elle, devenait de plus en plus difficile à ignorer. Donna et Angie commencèrent à parler à Annabelle, d'abord sur un ton moitié sérieux, moitié en plaisantant, puis avec une intensité croissante, comme si elles s'attendaient à une réponse. Parfois, elles avaient l'impression fugace que la poupée les comprenait, renforçant l'idée déconcertante d'une présence consciente, enfermée dans ce corps de tissu et de laine. Les incidents se multipliaient, chaque jour apportant son lot de surprises et d'inexplicables anomalies. La poupée était retrouvée dans des poses qui impliquaient une interaction avec l'environnement, des objets déplacés, des portes ouvertes ou fermées, comme si elle avait exploré l'appartement en leur absence. Ces actions semblaient porter la marque d'une entité curieuse, peut-être même capricieuse, jouant avec les limites de son existence matérielle. L'acceptation que Annabelle pourrait posséder une forme de volonté propre était terrifiante. Elle ébranlait non seulement leur croyance sur le monde naturel, mais aussi leur sentiment de sécurité au sein de leur propre foyer. La poupée, avec ses yeux vitreux qui semblaient suivre leurs mouvements, devenait un point focal de leur anxiété, une énigme vivante qui défiait toute tentative d'explication rationnelle. Un matin, Donna se leva pour retrouver Annabelle assise sur le canapé du salon, là où la veille au soir, elle avait clairement laissé dans sa chambre, sur une chaise face à la fenêtre. Le cœur battant, Donna s'approcha, le regard fixé sur la poupée, dont l'expression semblait inchangée, paisible, presque moqueuse dans sa tranquillité. Ce n'était pas la première fois qu'une telle anomalie se produisait, mais la répétition de ces incidents ne faisait qu'accentuer leur impact. Chaque apparition inattendue d'Annabelle érodant un peu plus le sentiment de normalité qui régnait auparavant dans leur appartement. Les pièces autrefois familières et accueillantes commençaient à prendre une teinte différente dans l'esprit des jeunes femmes. Chaque espace potentiellement le théâtre d'une nouvelle manifestation inexplicable. Le salon, en particulier, était désormais imprégné d'une tension latente. Les canapés et les coussins, autrefois symboles de confort, semblaient observer silencieusement, témoins des déplacements mystérieux d'Annabelle. La poupée, trouvée à différents endroits, à différents moments, semblait presque prendre plaisir à brouiller les pistes, à déjouer toute tentative de rationalisation. Les discussions entre Donna et Angie, initialement centrées sur des tentatives d'explication logique, se teintaient désormais d'une résignation nerveuse. Elle vérifiait et revérifiait les portes et les fenêtres avant de se coucher, espérant secrètement contenir les mouvements de la poupée. Pourtant, malgré leurs efforts, Annabelle continuait à apparaître là où elle ne l'attendait pas. L'impact émotionnel de ces apparitions sur Donna et Angie était profond. La peur, mêlée à une fascination morbide, les poussait à questionner non seulement la nature de la poupée, mais aussi la sécurité de leur propre foyer. Au sein de l'appartement qui partageait Donna et Angie, les jours s'écoulaient, porteurs d'une atmosphère de plus en plus lourde, presque palpable, qui ne manquait pas de frapper chaque visiteur franchissant le seuil de leur domicile. Ce malaise insidieux s'immisçait dans la conscience des invités dès les premiers instants de leur entrée. Les amis venus rendre visite, habitués à l'accueil chaleureux et à la convivialité de l'appartement, percevaient désormais une différence marquée, un changement subtil mais indéniable dans l'atmosphère des lieux. Les rires et les conversations, autrefois fluides et insouciants, étaient maintenant souvent interrompus par de longues pauses. Des regards inchangés, sans mots, comme si tous étaient à l'écoute d'un bruit à peine audible ou à l'affût d'une présence à peine perceptible. Lorsque le regard des visiteurs se posait par hasard sur Annabelle,
Installé de manière presque théâtrale dans le salon ou aperçu soudainement dans un couloir, un frisson involontaire les parcourait. Certains détournaient les yeux mal à l'aise, tandis que d'autres fixaient la poupée, captivés par une curiosité mêlée de répulsion. Les conversations qui s'ensuivaient tournaient invariablement autour de la poupée, de son origine à ses déplacements inexplicables. Les amis les plus proches de Donna et Angie, ceux qui connaissaient l'histoire de la poupée depuis le début, ne pouvaient s'empêcher de partager leur propre expérience, évoquant des sentiments de malaise, des rêves perturbants après une visite, ou même des sensations de froid inexplicables en présence d'Annabelle. Les nouveaux visiteurs, quant à eux, souvent non avertis de la présence d'Annabelle, réagissaient avec une intensité variable. Certains restaient sceptiques, attribuant les sensations de malaise à l'effet suggestif des histoires qu'ils venaient d'entendre, tandis que d'autres, plus sensibles aux subtiles variations d'énergie des espaces qu'ils occupaient, ne tardaient pas à exprimer un désir pressant de quitter les lieux, comme si l'air même de l'appartement devenait difficile à respirer. Ces manifestations débutaient souvent peu après que les deux jeunes femmes se soient glissées dans leur lit. Le calme apparent de l'appartement se fissurait alors, rompu par des craquements subtils, comme si le bois et les murs eux-mêmes respiraient, s'adaptaient à une présence invisible. Ces bruits, discrets au début, semblaient gagner en audace avec le temps, se transformant en pas feutrés, qui évoquaient l'image d'une entité se déplaçant avec détermination à travers les pièces. Le plus déroutant étaient sans doute les pleurs. Des sanglots étouffés, lointains mais indéniablement présents, qui semblaient parfois émaner des murs eux-mêmes. Ces pleurs, chargés d'une tristesse indescriptible, enveloppaient l'atmosphère d'un malaise, laissant Donna et Angie figés sous leur couverture, l'écoute tendue, le cœur battant. La source de ces pleurs restait insaisissable, se déplaçant, semblait-il, d'un endroit à l'autre, jamais assez proche pour être localisée, jamais assez lointaine pour être ignorée. Les tentatives pour expliquer ces phénomènes nocturnes étaient vaines. Les inspections menées au petit matin ne révélaient rien d'anormal, aucun indice matériel qui aurait pu justifier les événements de la nuit. Les deux amies se retrouvaient alors à discuter de ce qu'elles avaient entendu, comparant leur expérience, cherchant du réconfort dans le partage de leur vécu, même si aucune explication plausible ne se présentait. Ces bruits nocturnes et ces pleurs mystérieux ajoutaient une dimension presque surnaturelle à leur quotidien déjà troublé par la présence déconcertante d'Annabelle. Le sommeil, quand il venait, était souvent agité, parsemé de rêves troublants qui laissaient Donna et Angie épuisées au réveil, se sentant moins reposées que la veille. Inquiètes et dépassées par les événements étranges qui se multipliaient autour de cette innocente poupée, elles décidèrent de faire appel à une médium pour obtenir des réponses. Le jour de la consultation, l'atmosphère dans leur appartement était tendue, chargée d'une anticipation nerveuse. La médium, une femme à l'allure sereine, s'installa dans le salon, invitant Donna et Angie à se joindre à elle. Ensemble, elles formèrent un cercle autour de la poupée posée sur la table basse. La médium entra en transe, sa respiration devenant plus profonde, ses yeux fermés. Elle commença à communiquer avec l'esprit qui, selon elle, habitait la poupée. Elle décrivit une petite fille de 7 ans nommée Annabelle Higgins, qui aurait joué dans les champs autrefois situés à l'emplacement de l'immeuble. La vie insouciante de la petite fille avait pris fin de manière abrupte et mystérieuse, laissant son esprit errer seul et perdu. Selon la médium, l'esprit d'Annabelle avait trouvé un semblant de réconfort dans la présence de la poupée et souhaitait y résider pour être près de Donna et Angie, espérant trouver chez elle la compagnie et l'affection qui lui manquaient. Touchés par cette histoire, Donna et Angie acceptèrent, sans mesurer les conséquences de leur consentement. Les événements qui suivirent furent loin de l'harmonie espérée. La poupée, désormais identifiée à l'esprit d'Annabelle, commença à manifester une présence de plus en plus intrusive et menaçante. La situation prit un tournant encore plus sombre lorsque Lou, un ami proche de Donna et Angie, exprima sa méfiance envers la poupée. Considéré comme une menace par l'entité, Lou fut violemment attaqué dans son sommeil, se réveillant paralysé, avec Annabelle glissant sur lui, ses mains semblant serrer son cou dans une étreinte mortelle. Plus tard, seul dans l'appartement, il fut à nouveau agressé, cette fois physiquement, par une force invisible, laissant des marques de griffures sanglantes sur son corps. Face à l'escalade de la violence et à l'impuissance grandissante de Donna et Angie,
L'aide d'un prêtre local fut sollicitée. Conscient de la gravité de la situation, le prêtre contacta ses supérieurs, qui, à leur tour, firent appel à Ed et Lorraine Warren, des enquêteurs paranormaux de renom. Ed Warren, un démonologue autodidacte, est l'un des rares investigateurs laïcs reconnus par l'Église catholique pour son travail sur le terrain. Sa connaissance des artefacts maudits, des démons et des différentes strates de l'au-delà, acquises au fil d'innombrables enquêtes, le place dans une position unique pour conseiller, avertir et agir dans des situations dépassant l'entendement commun. Son approche, mélange de pragmatisme et d'ouverture d'esprit, lui permet de naviguer dans les eaux troubles du paranormal avec une assurance qui force le respect. À ses côtés, Lorraine, médium clairvoyante, offre une fenêtre sur le monde spirituel qui complète et enrichit les compétences de son mari. Sa sensibilité aux énergies et aux entités qui peuplent les plans invisibles à la plupart des mortels lui confère une capacité à percevoir des aspects des phénomènes paranormaux que même les instruments les plus sophistiqués ne sauraient détecter. Cette connexion intuitive avec l'au-delà, alliée à une profonde compassion pour les âmes en peine, qu'elles soient vivantes ou décédées, guide Lorraine dans la quête de résolution pacifique aux manifestations les plus terrifiantes. Leur collaboration, basée sur un mélange de foi, de science et de psychologie, les amène à aborder chaque cas avec une méthodologie rigoureuse et un respect profond pour les forces en présence. Les Warren ne se contentent pas de rechercher des explications rationnelles, là où d'autres n'en voient pas. Ils cherchent également à apporter aide et réconfort à ceux qui sont confrontés à des phénomènes dépassant leur compréhension. Cette approche holistique, centrée sur l'humain autant que sur le surnaturel, forge leur réputation et leur succès. Leur arrivée dans l'appartement partagé par Donna et sa colocataire fut accueillie avec une combinaison d'espoir anxieux et de nervosité palpable. Les Warren, avec leur présence rassurante mais empreinte d'une gravité professionnelle, apportaient avec eux l'aura de leur vaste expérience dans le paranormal, transformant l'atmosphère dès le seuil de la porte. L'appartement, typique de ceux habités par des étudiants, était imprégné d'une tension quasi tangible. Chaque coin semblait retenir son souffle, anticipant l'expertise des nouveaux visiteurs. Des notes et des manuels éparpillés témoignent de la vie quotidienne des occupantes, contrastant fortement avec l'objet de toutes les attentions, la poupée Annabelle, placée sur une chaise au milieu du salon, semblant presque attendre l'arrivée des Warren avec une tranquillité dérangeante. Les étudiantes, visiblement épuisées et anxieuses, accueillent les Warren avec un mélange de soulagement et d'appréhension, espérant enfin trouver des réponses à la série d'événements inexplicables qui les tourmentent. Ed et Lorraine prirent un moment pour s'imprégner de l'environnement, échangeant des regards qui traduisaient une communication non verbale affinée par des années de partenariat. Lorraine, particulièrement sensible aux énergies d'un lieu, semblait déjà apercevoir les émotions emprisonnées dans ses murs. Peur, confusion et un appel silencieux à l'aide. Ed, quant à lui, examinait la poupée avec un mélange de scepticisme professionnel et d'alerte instinctive, conscient de la possibilité d'une menace bien au-delà des explications conventionnelles. La conversation qui s'ensuivit fut à la fois une enquête et une consultation. Les Warren posaient des questions précises, leur ton à la fois doux et ferme, encourageant Donna et sa colocataire à relater les événements étranges qu'elles avaient vécus. Chaque récit de changement de position inexpliqué de la poupée, de messages mystérieux sur des bouts de papier et d'atmosphère oppressante dans l'appartement ajoutait une pièce au puzzle que les Warren commençaient à assembler. Les Warren observent attentivement la poupée elle-même, posée innocemment sur le canapé, apparemment inanimée, mais exudant une aura que seul un œil averti pourrait percevoir comme profondément troublante. Ed et Lorraine échangent des regards significatifs, leur communication non verbale témoignant de décennies d'expérience face à des phénomènes surnaturels. Après un examen approfondi de l'appartement et une séance de questions minutieuses, les Warren partagent leur diagnostic. La poupée Annabelle est le vecteur d'une présence maléfique, un esprit envahisseur qui cherche à établir un lien avec le monde des vivants à travers cet objet apparemment banal. L'analyse des Warren repose sur une compréhension approfondie des mécanismes par lesquels les entités négatives exploitent des objets pour s'ancrer dans le plan terrestre. Selon eux, la poupée ne possède pas seulement une attraction surnaturelle, elle sert de portail,
permettant à une présence malveillante de manifester son influence et d'exercer son emprise sur l'environnement immédiat. Cette entité, bien loin d'être l'esprit d'une jeune fille innocente, est identifiée comme étant d'une nature beaucoup plus sinistre, cherchant non seulement à communiquer, mais à manipuler et à dominer. La présence maléfique liée à la poupée Annabelle est exceptionnellement puissante et malveillante, capable de manipulation physique et psychologique bien au-delà des manifestations paranormales habituelles. Cette révélation plonge Donna et Angie dans une prise de conscience alarmante de la gravité de la situation. Renforcée par la solennité avec laquelle les Warren abordent le cas. La pièce, éclairée de manière à peine suffisante par une lampe de table, semble rétrécir à mesure que la discussion se dirige vers des vérités plus sombres et profondes. Sur le canapé, Donna et Angie, le corps tendu, se penchent instinctivement vers l'avant, accrochés à chaque mot prononcé par les enquêteurs paranormaux. Ed Warren commence par distinguer les esprits envahisseurs des fantômes ordinaires. Il explique que, contrairement aux âmes perdues cherchant à communiquer ou à résoudre des affaires inachevées, les esprits envahisseurs sont des entités maléfiques qui n'ont jamais possédé de forme corporelle humaine. Leur objectif n'est pas la communication, mais la corruption et la soumission. Lorraine, avec une voix douce mais ferme, ajoute que ces esprits exploitent les objets auxquels les gens attribuent une signification émotionnelle, comme la poupée Annabelle, pour établir un lien plus fort avec le monde physique. La discussion se poursuit sur la manière dont ces esprits manipulent l'environnement autour de leur objet pour créer de l'anxiété, de la peur et de la confusion parmi les humains présents. Les manifestations physiques, telles que les déplacements inexplicables de la poupée ou les messages menaçants, sont des techniques conçues pour isoler et affaiblir psychologiquement les individus, rendant leur prise plus facile. Ed et Lorraine soulignent l'importance de reconnaître ces signes précoces pour prévenir l'établissement d'une emprise totale sur les lieux et les personnes. Ils expliquent que la résistance à une telle entité nécessite une force spirituelle, une détermination et souvent une intervention rituelle pour rompre le lien entre l'esprit et l'objet par lequel ils cherchent à s'ancrer dans le monde matériel. Cette explication transforme l'atmosphère de l'appartement. Ce qui était auparavant perçu comme une série d'incidents isolés et inexpliqués prend maintenant la forme d'un schéma intentionnel et malveillant, révélant une menace beaucoup plus grande et plus directe que Donna et Angie ne l'avaient imaginé. Suite à leur conclusion, Ed et Lorraine Warren se préparent à intervenir directement dans l'appartement de Donna et Angie pour contrecarrer la présence maléfique qui s'est emparée de la poupée Annabelle et qui menace désormais le bien-être des jeunes femmes. Conscient de la gravité de la situation, ils décident d'effectuer un rite de bénédiction dans l'appartement, une démarche essentielle pour rétablir la paix et la sécurité des lieux. Le processus débute par la préparation minutieuse de l'espace. Les Warren demandent à Donna et Angie de rassembler des objets personnels significatifs, des symboles de foi et de positivité qui seront utilisés comme encre pour le rite. Pendant ce temps, Ed et Lorraine installent de petites bougies blanches dans chaque pièce, symbolisant la lumière et la pureté, destinées à repousser l'obscurité. L'air se remplit d'une odeur d'encens apaisante, choisie pour ses propriétés de purification et pour faciliter la communication spirituelle. Avec l'appartement préparé, les Warren entament le rite de bénédiction. Ed tient un petit livre de prière usé par le temps, ses pages marquées par des annotations personnelles et des passages fréquemment consultés. À ses côtés, Lorraine tient une croix en bois, un symbole puissant de foi et de protection. Ensemble, ils commencent à réciter des prières, parcourant chaque pièce de l'appartement pour asperger de l'eau bénite dans les coins, sur les seuils des portes et autour de la poupée Annabelle elle-même. Leur voix, calme mais ferme, résonne contre les murs, créant une atmosphère de solennité et de détermination. Donna et Angie, bien que toujours enveloppées d'une aura d'incertitude, sentent une présence rassurante s'installer peu à peu dans leur foyer. Les Warren leur expliquent que le rite de bénédiction n'est pas seulement un acte de purification, mais aussi une affirmation de leur autorité sur les forces maléfiques cherchant à perturber leur vie. À mesure que la cérémonie progresse, l'atmosphère de l'appartement commence à changer. L'air devient plus léger, et les zones d'ombre semblent se dissiper sous l'influence des prières et de l'eau bénite. Ed et Lorraine terminent le rite dans la pièce principale, où la poupée a été placée sur une table,
entouré de symboles de protection. Il conclut avec une prière puissante, demandant paix, protection et bénédiction pour Donna, Angie et leur domicile. Une fois le rite achevé, un silence paisible enveloppe l'appartement. Les bougies sont soufflées, laissant derrière elles une fine traînée de fumée qui se dissipe lentement. Les Warren assurent à Donna et Angie que leur foyer est maintenant protégé, mais les avertissent de rester vigilants et de les contacter au moindre signe d'activité paranormale. Les jeunes femmes, bien que soulagées, comprennent que leur rencontre avec l'inexplicable les a changées à jamais. Face à cette révélation, Donna, profondément perturbée mais soulagée de comprendre enfin l'origine des événements, implore les Warren de prendre la poupée avec eux. Elle espérait que par leur expérience et leur connaissance du surnaturel, ils seraient en mesure de neutraliser la menace que représentait Annabelle, non seulement pour elle et ses colocataires, mais pour quiconque entrerait en contact avec la poupée à l'avenir. Les Warren acceptent la responsabilité d'emporter la poupée. Cette décision marquait le début d'un nouveau chapitre dans l'histoire d'Annabelle, où la poupée quitterait le cadre relativement isolé de l'appartement de Donna pour entrer dans la légende du paranormal, à travers les efforts d'Ed et Lorraine pour la contenir. La préparation pour le transport de la poupée est méthodique. Ed revêt des gants épais, un geste simple mais lourd de signification, marquant une distance physique et symbolique avec l'entité malveillante qui croit être attachée à la poupée. Lorraine, quant à elle, ouvre une petite mallette préparée spécialement pour l'occasion. La mallette, doublée d'un tissu épais et béni, est conçue pour contenir et limiter l'influence de la poupée. Avant de placer Annabelle à l'intérieur, Lorraine dépose un petit sachet de sel béni et quelques herbes sacrées autour de la poupée, des éléments censés purifier et entraver toute énergie néfaste. La poupée, une fois enveloppée soigneusement, est placée dans la mallette avec une précaution quasi cérémonielle. Ed et Lorraine expliquent calmement à Donna et Angie que la poupée sera conservée dans un lieu sécurisé, spécialement conçu pour contenir et étudier des objets de nature paranormale. Ils assurent que des mesures sont en place pour empêcher tout mal potentiel de se manifester à nouveau. Le moment du départ est empreint d'une atmosphère chargée d'émotions. Donna et Angie, bien qu'encore secoués par les événements, expriment leur gratitude profonde envers les Warren pour leur aide et leur protection. Les Warren, portant la mallette avec la plus grande prudence, quittent l'appartement avec la poupée. Donna et Angie se tiennent à la fenêtre, observant les Warren se préparer pour partir. La pièce, autrefois théâtre de phénomènes inexplicables et terrifiants, est maintenant silencieuse, baignée d'une lumière paisible. La tension commence à se dissiper. Ed et Lorraine Warren, avec une détermination teintée d'appréhension, placent la poupée Annabelle sur le siège arrière de leur voiture, prête à quitter les lieux de sa récente captivité. La route devant eux, habituellement familière et rassurante, semblait ce soir-là se transformer en un couloir d'incertitude. Chaque virage et chaque ombre projetée par les arbres bordant la route prenait une allure sinistre. Peu après leur départ, une sensation glaciale s'empara de l'habitacle. Une présence invisible mais indéniablement oppressante accompagnant les Warren. Cette atmosphère lourde était le prélude d'une série d'incidents qui allaient marquer leur trajet de retour. La voiture, un modèle fiable jusqu'alors, commença à montrer des signes de faiblesse inexplicables. Soudain, sans avertissement, le moteur cala. Ed tenta de redémarrer la voiture sans succès, une perplexité grandissante se lisant sur son visage. Lorsque le moteur consentit enfin à reprendre vie, ce fut pour mieux les trahir peu après. La direction assistée et les freins refusant de répondre, transformant chaque tentative de manœuvre en un combat désespéré contre une force invisible, cherchant manifestement à les précipiter vers un destin tragique. À plusieurs reprises, Ed parvint de justesse à éviter l'accident. C'est au cours d'une énième panne, dans un moment de calme précaire, qu'Ed, puisant dans ses ressources spirituelles, sortit une fiole d'eau bénite de son sac d'équipement. Avec un geste à la fois décidé et empreint d'espoir, il aspergea la poupée d'eau bénite. Le geste était simple, mais l'effet fut immédiat. Pour le reste du voyage, la voiture ne manifesta plus aucun des caprices précédents. Ed et Lorraine s'échangeant des regards où se mêlaient épuisement et gratitude. La route devant eux, bien que toujours plongée dans l'obscurité, ne semblait plus aussi menaçante. Ils avaient pour l'instant échappé aux griffes de la malveillance incarnée par Annabelle. Une fois chez eux,
Ed plaça Annabelle sur une chaise adjacente à son bureau, un endroit où il pouvait la garder sous surveillance constante. Le calme apparent de la poupée, assise là, contrastait violemment avec le chaos qu'elle avait engendré jusqu'alors. Pourtant, ce calme était trompeur, car les manifestations paranormales qui avaient perturbé la vie de Donna et Angie allaient bientôt reprendre, cette fois sous le toit des Warren. Dans les jours qui suivirent, la poupée Annabelle sembla défier les lois de la physique et de la logique. À plusieurs reprises, Ed et Lorraine furent témoins de phénomènes pour lesquels ils n'avaient aucune explication scientifique. Par moments, la poupée, initialement placée sur la chaise près du bureau d'Ed, était trouvée dans des pièces éloignées de la maison. Ces déplacements soudains, qui ne pouvaient être attribués ni à des gestes humains ni à des phénomènes naturels, indiquaient que l'entité liée à Annabelle possédait une volonté et des capacités qui lui étaient propres. Plus déconcertant encore fut le jour où Lorraine, se retrouvant seule à domicile, perçut des grognements profonds qui semblaient émaner des murs eux-mêmes. Ces sons d'une intensité et d'une agressivité qui glaçaient le sang, résonnaient à travers la maison comme le rugissement d'une bête sauvage enfermée. L'origine de ces bruits restait invisible, mais leur présence était une manifestation inquiétante de la colère et de la puissance de l'entité associée à la poupée. Un prêtre collabore étroitement avec Ed et Lorraine Warren, leur rendant visite régulièrement pour discuter des affaires paranormales et fournir une assistance spirituelle. Ces sessions incluent des rites de bénédiction et la consécration d'objets sacrés, essentiels pour protéger les Warren et ceux qui l'aident contre les influences négatives. Lors de son échange avec la poupée Annabelle, le prêtre, un homme de foi et d'habitude imperturbable, rencontra des difficultés qui le marqueraient profondément. En tenant la poupée entre ses mains et en la défiant par ses paroles, il avait non seulement sous-estimé la force qui l'habitait, mais avait aussi peut-être provoqué sa colère. Avec un sourire teinté d'inquiétude, Ed l'avait averti, une réaction qui aurait dû alerter le prêtre sur la gravité de la situation. Cependant, l'homme de foi, confiant dans sa propre protection spirituelle, avait quitté la maison des Warren sans tenir compte des avertissements. Lorraine, dotée d'une clairvoyance qui lui avait souvent permis de percevoir l'invisible, avait exprimé une inquiétude spécifique pour la sécurité du prêtre, lui conseillant de conduire prudemment. Quelques minutes seulement après son départ, le prêtre, seul dans son véhicule, fut soudain confronté à l'impensable. Alors qu'il roulait, une série de défaillances mécaniques survint sans avertissement. D'abord, une sensation étrange de lourdeur sembla s'emparer du véhicule, comme si une force invisible cherchait à en prendre le contrôle. Puis les freins refusèrent de fonctionner. Malgré tous ses efforts pour maîtriser la situation, le prêtre se rendit compte avec une horreur croissante qu'il avait perdu toute capacité à diriger sa voiture. L'accident fut inévitable. La voiture, devenue un projectile incontrôlable, s'écrasa contre un arbre. Le prêtre, bien que survivant à l'impact, fut gravement blessé. Suite aux incidents, Ed et Lorraine décident de placer la poupée Annabelle dans le musée occulte des Warren, un espace étrange et fascinant où des objets imprégnés d'histoire paranormale sont soigneusement conservés. L'atmosphère du musée est lourde, remplie d'une énergie palpable, comme si chaque artefact retenu là contenait une parcelle du mystère et de la puissance qui l'avait fait connaître. La lumière est tamisée, l'air est imprégné d'un mélange subtil de vieux bois, de papier et d'une légère odeur d'encens utilisée lors de rituels de purification. Annabelle est placée dans une vitrine en verre renforcé, conçue spécifiquement pour elle. Cette vitrine, bien plus qu'une simple mesure de sécurité, est un rempart destiné à contenir et à neutraliser les forces que la poupée est censée porter en elle. Autour de la vitrine, des articles, des photos et des documents relatant l'histoire d'Annabelle et des événements qui l'ont rendue célèbre sont exposés, permettant aux visiteurs de comprendre le contexte et la gravité de la situation. Les conditions de conservation de la poupée dans le musée ne se limitent pas à des mesures physiques. Des rituels réguliers de bénédiction et de purification sont effectués par les Warren et d'autres spécialistes du paranormal, dans le but de maintenir une protection autour de la poupée et du musée lui-même. Les visiteurs du musée, guidés à travers les différentes pièces, s'attardent souvent devant la vitrine d'Annabelle, attirés par son histoire intrigante et terrifiante. Au fil des années, le musée des Warren, abritant la poupée Annabelle dans sa vitrine de verre scellé,
est devenu le théâtre d'incidents étranges signalés par des visiteurs. Certains ont expérimenté une sensation soudaine de malaise en approchant de la vitrine d'Annabelle, une pression sur la poitrine ou une difficulté à respirer, comme si l'air autour de la poupée devenait plus dense, plus lourd. D'autres ont parlé d'un sentiment inexplicable de tristesse ou de peur, une émotion brute qui semble émaner de la poupée elle-même, les affectant physiquement et émotionnellement sans aucune raison apparente. Il y a eu des anecdotes de dysfonctionnement électronique, des appareils photo ou des téléphones qui cessent de fonctionner uniquement dans la salle où repose Annabelle, leur batterie s'épuisant brusquement ou des interférences apparaissant sur les écrans. Certains visiteurs ont même capturé des images floues ou des anomalies sur leurs photos, des formes indistinctes ou des halos de lumière près de la vitrine qui n'étaient pas visibles à l'œil nu. Des bruits inexplicables ont également été rapportés, des coups légers contre la vitre ou de faibles murmures à peine audibles. Plus troublant encore, certains visiteurs ont affirmé avoir été touchés ou pincés par une main invisible alors qu'ils se tenaient près de la poupée. Ces expériences ont laissé des marques temporaires sur la peau comme des rougeurs. Malgré les efforts d'Ed et Lorraine Warren, les incidents autour d'Annabelle n'ont pas complètement cessé, laissant planer le doute sur l'efficacité de sa prison de verre. Cette histoire, riche en rebondissements, nous amène à nous interroger. La malédiction d'Annabelle est-elle vraiment contenue? Ou attend-elle simplement son prochain moment pour échapper à son confinement?